Ça change complètement de format par rapport aux présentations précédentes, et là, il y a moins d'essais présentés, mais il y a peut-être parfois un tout petit peu plus de réflexion qu'il faut faire de soi-même. Donc c'est une ambiance un peu de journal club que je vous propose ici. Alors, quand on parle d'évidence en médecine, on considère généralement qu'il y a une hiérarchie dans l'évidence, hein, dans la preuve qu'un traitement est efficace. Et le gros de l'évidence est fourni par des essais randomisés contrôlés de grande taille. À égalité ou en dessus ou en dessous, on a les revues systématiques avec ou sans méta-analyse. Et puis en dessous, vous avez les études de cohorte, les études de cas contrôle, les séries de cas qui peuvent constituer de l'évidence. Mais enfin, si on veut faire une médecine qui est basée sur des preuves, il faut se retourner vers les essais randomisés contrôlés. Donc c'est un élément qui est très important. Je vous présente ici la structure de base d'un essai randomisé contrôlé. Donc vous avez une population d'intérêt, qui est une population avec une maladie X. À l'intérieur de cette population, vous avez une population qui est éligible, avec des caractéristiques supplémentaires, et c'est la population probablement qui nous intéresse le plus comme clinicien. Et puis dans un essai randomisé idéal, vous avez des critères d'inclusion qui correspondent à peu près à cette population éligible. En fait, on aimerait que toute la population éligible soit incluable dans un essai randomisé contrôlé. Ensuite, les patients sont randomisés à avoir l'intervention ou à avoir les soins habituels. Puis, on va mesurer des outcomes qui sont cliniquement relevants. Je ne sais pas, le décès est un outcome qui est cliniquement relevant, dans le sens où il est facile de déterminer si quelqu'un est vivant ou il est décédé, où on a des outcomes comme l'hospitalisation qui sont également relativement faciles. Puis vous allez voir qu'on a d'autres outcomes qui sont incertains. La réalité des essais cliniques randomisés est celle-ci. La population d'intérêt ne change pas. La population éligible, parce qu'on met des critères qui sont assez stricts, elle a tendance à se réduire. Et puis la population inclue est encore une sélection de cette population éligible. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans une zone où il est forcément, la représentativité peut poser problème. Dans les essais pharmacologiques de ces dernières années, on a une phase de run-in qui peut être plus ou moins longue, qui peut aller de quelques jours à plusieurs semaines, durant lesquelles il peut se passer plein de choses. Je vais essayer de vous le montrer un tout petit peu plus tard. Puis on a une intervention classique, intervention ou soins usuels, puis on va mesurer les outcomes cliniques. Comme les outcomes cliniques relevants sont chers à mesurer et parfois très loin, eh bien on va être exposé à ce qu'on appelle des surrogate outcomes ou des outcomes intermédiaires dont il faudra juger de la pertinence clinique. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans un monde parfait avec les essais randomisés, mais dans un monde où le clinicien doit garder son cerveau fonctionnel. Et puis la question qui se pose, que le clinicien doit poser, c'est est-ce que les résultats que j'observe dans cet essai s'appliquent à mes patients? Autrement dit, quelle est la validité externe de l'essai clinique présenté? Est-ce que cet essai clinique est généralisable à la population d'intérêt ou au moins à la population éligible? Donc quand on a un essai clinique, on peut poser toute une série de questions. Et ici, j'ai résumé quelques-unes de ces questions. J'espère que vous arrivez à les lire. C'est écrit tout petit, malheureusement. Première question, la population de l'essai clinique reflète-t-elle la population d'intérêt? Il y a multiples exemples dans la littérature, donc je ne vais pas parler de ceci. Une deuxième question, c'est la population inclue permet-elle des inférences dans tous les sous-groupes potentiellement éligibles? Vous avez un essai clinique, je vais vous montrer un essai. Ce n'est pas celui-là qui est présenté, mais par exemple, dans un essai qui s'appelle Tezepelumab chez les adultes et les adolescents avec une maladie sévère et incontrôlée, mais finalement, les adolescents sont relativement peu représentés, même si le titre du papier parle d'adolescents. Donc c'est un gros essai clinique sur l'asthme sévère. Troisième question, le personnel de l'étude sont-ils réellement aveuglés à l'allocation? Eh bien, je vais vous montrer un exemple sur une drogue qui s'appelle le treprostinil inhalé, une drogue extrêmement rare. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple. Cette drogue est tellement exceptionnelle qu'on l'utilise de facto pratiquement pas. C'est un papier du New England de 2021 qui testait cette drogue chez des patients avec une hypertension pulmonaire et une maladie de l'interstice. Je vais vous montrer ceci.
Comment l'outcome principal est-il mesuré? Alors, des fois, ça paraît simple, hein, là, il y a des outcomes dichotomiques très faciles à mesurer, puis il y en a d'autres qui sont plus vicieux, comme la fonction pulmonaire. Je vais vous montrer un exemple de ce qui peut se passer dans la littérature aussi. Et puis, vous avez d'autres questions. Je ne sais pas si vous arrivez à les lire à l'écran. Rudy, est-ce que l'écran est lisible ou pas? Ok, alors je suis désolé, je pourrai vous transmettre la présentation après pour que vous puissiez lire ces questions qui sont des questions importantes à poser. Donc, l'outcome primaire est-il cliniquement pertinent? Je vais vous montrer aussi quelques exemples, etc. Ben, on va tout de suite passer aux exemples qui permettent la discussion. Alors, premier essai clinique discuté, tout à fait amusant, qui a été présenté à l'ERES cette année je ne sais plus où c'était. À Vienne, merci beaucoup. Voilà. À Vienne. Voilà. Donc l'essai clinique est présenté, c'est extraordinaire. On a un médicament qui s'appelle le DP, Mokimab, de son petit nom DP pour les intimes, qui teste l'asthme, qui teste sa pertinence dans l'asthme sévère. Et puis l'outcome, c'est les exacerbations. Jusque-là, tout va bien. Donc, quand on a un RCT, on aime bien poser la question PICO, question classique qu'il faut absolument vous poser quand vous avez un RCT. Donc, qui sont les patients? La réponse, c'est des patients qui ont plus de 12 ans, qui sont inclus, qui ont un diagnostic d'asthme par un docteur, qui ont des eosinophiles élevés, qui ont des doses d'ICS moyennes à élevées, qui ont un contrôleur et qui ont eu au moins 2 exacerbations dans l'année qui a précédé. Quelle était l'intervention? Eh bien, c'était 2 injections de ce produit sur une période de 12 mois ou les soins standards. Donc les soins standards, c'était pour le groupe de contrôle avec que les soins standards. Et quel est l'outcome? Eh bien, l'outcome, c'est un taux d'exacerbation annualisé. Donc, un design finalement très très simple. Regardons un petit peu le détail de ce qui se passe. Et ce que je vous montre ici, ce n'est pas secret. Il suffit d'aller dans le supplément du papier du New England qui est pour ce type de papier assez facilement en libre accès. Donc vous voyez que si vous vous rappelez la structure d'un essai clinique, hein, très bien, vous avez la phase de screening, on met les patients dedans, on comprend bien. Cette phase de run-in, donc une phase un tout petit peu moderne et qui dure ici de 1 à 6 semaines. Et ensuite, on randomise les gens. Étonnamment, on ne les randomise pas 1 pour 1, mais on les randomise 2 pour 1. Et puis finalement, on mesure l'outcome. Bon, ok. Classique, un essai clinique totalement classique même pour l'asthme. Mais une question doit se poser pour le clinicien, parce qu'on a eu malheureusement cette surprise dans d'autres essais cliniques, pas dans celui-là en l'occurrence. Et la question est la suivante. Le meilleur traitement disponible en soins standards a-t-il été maintenu durant la phase de run-in? Dans certains essais, on va imposer aux patients des traitements qu'on va appeler standards de soins ou qu'on va appeler contrôle, mais qui sont en fait des traitements qui sont inférieurs à ce qu'il fait. Et quel est l'effet de ceci? Eh bien, c'est exposer le groupe contrôle à avoir plus d'outcomes. Si vous savez que vous avez une drogue qui est très efficace, vous allez donc augmenter la différence entre les 2 groupes. Un petit moyen qu'on utilise malheureusement dans les essais cliniques. Donc, dans cet essai clinique, il est difficile de juger sur ce point-là. On voit que la phase de run-in a duré de 1 à 6 semaines. Ça me paraît adéquat. Je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire, mais la réflexion, elle doit se faire dans la tête du clinicien. Autre chose qu'il faut examiner quand on regarde un essai clinique, et je prends le même essai par simplicité, finalement, on vous livre de nouveau dans le supplément ce flowchart qui s'appelle, c'est plus le STROBE, c'est le consort, ça s'appelle le consort statement ou consort diagram, c'est le nom qu'on donne, qui vous donne le flux des patients. Il vous dit, voilà, vous avez 600 patients qui ont été screenés, et puis à la fin, vous en avez 400 et quelques qui ont été analysés. Mais quelque part, ce qui vous intéresse là-dedans, ce n'est pas tellement ce qu'on vous donne, c'est ce qu'il y a en dessus. Combien de personnes sont dans la population éligible? Est-ce que ces personnes ont un asthme sévère, oui ou non? Et parmi cette population éligible, dans cette population éligible, elle vient d'une population d'intérêt. Et quelque part, les questions d'intérêt dans ce type de consort, c'est qu'est-ce qu'il y a en dessus?
est-ce que ces patients screenés correspondent vraiment aux patients éligibles, c'est-à-dire est-ce que ça représente les patients que j'ai à ma consultation, que je vois dans mon hôpital? Et ça, c'est une question qu'on doit se poser comme clinicien. Un autre point avec les essais cliniques, notamment dans l'asthme, ou dans tout essai clinique randomisé, c'est vous avez des critères d'inclusion. Et là, on vous dit, on peut inclure tout le monde avec un asthme sévère qui a plus de 12 ans, puis après, il n'y a pas tellement de limite d'âge. Donc malheureusement, je pense que vous avez de la difficulté à lire les chiffres, mais si vous examinez les chiffres avec attention, vous voyez que l'âge moyen ici, c'est autour de 56 ans. Je vais voir si j'arrive à agrandir chez moi, en fait, parce que j'ai un peu de peine aussi. L'âge moyen est autour de 56 ans, et vous voyez que ces adolescents sont relativement peu représentés. 3, 5, ici 17, et je ne sais pas combien. Conséquence. Peut-on généraliser les résultats de ces études dans cette population d'adolescents, même si le critère d'inclusion démarrait à 12 ans? C'est une question qu'on peut raisonnablement se poser. On n'a pas forcément une réponse qui est oui ou non, mais la question, elle doit raisonnablement se poser. Finalement, une question à se poser aussi, et dont on trouve parfois la réponse dans les suppléments des papiers publiés, c'est les résultats sont-ils consistants entre les sous-groupes? On peut s'attendre avec un médicament que les résultats soient consistants dans les sous-groupes, ou au contraire, on peut s'attendre à ce qu'ils ne soient pas très consistants. Par exemple, si on a une drogue qui cible les eosinophiles, vous pourriez imaginer que l'effet de la drogue est plus important quand il y a beaucoup d'éosinophiles et moins important quand il n'y en a pas. Mais là, il y a une subtilité qui apparaît dans cet essai. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire ici. Là, il y a une analyse de sous-groupe qui porte sur les pays dans lesquels l'essai a été réalisé. Donc vous voyez ici un truc qui s'appelle région, puis ici c'est marqué la Pologne, et ici c'est marqué le reste du monde. Et vous voyez que 134 patients ont été inclus en Pologne et 627 dans le reste du monde. Donc une portion assez conséquente venait de Pologne. Et qu'est-ce que vous observez en termes d'effet? Eh bien pour la Pologne, il n'y a absolument aucun effet. Le rate ratio, il est à 1, point terminé, 0,99. Ces résultats, on doit chercher à les expliquer, en tout cas sur un plan rationnel, et se poser des questions. Est-ce que le problème est en Pologne ou est-ce que le problème est dans le reste du monde? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Alors, il faut rester très prudent, mais la prudence du clinicien, c'est aussi de se dire, tiens, il y a quelque chose que j'observe, et mon niveau de confiance, eh bien, il doit s'adapter aussi à ceci. Dans l'asthme, on a un problème de représentativité dans les études. Ça, c'est un phénomène qu'on observe. Ça, c'est une vieille citation, mais de manière générale, dans les essais randomisés contrôlés, on va exclure les gens qui ont des comorbidités trop sévères. On va exclure ceux qui vont trop bien, mais également ceux qui vont trop mal. On va exclure ceux qui n'ont pas de réversibilité, alors que c'est un phénomène qu'on observe pourtant en clinique. Et puis on va exclure les tabagiques, parce qu'on va penser qu'ils ont peut-être une BPCO qui vont moins répondre. Le total, c'est tous ces critères fait qu'on pourrait arriver à une situation où vous n'avez que 5% des vrais asthmatiques, en tout cas de ceux qu'on voit en clinique, qui sont inclus dans un essai clinique. Un autre exemple d'essai qui peut poser question, qui parle d'une drogue qui est très rarement utilisée, qui s'appelle Tyvaso, c'est le nom commercial, inhaled treprostinil, qui est utilisé dans l'hypertension pulmonaire chez des personnes qui souffrent d'une maladie interstitielle. Donc c'est un essai randomisé, tout ce qui est le plus classique, on donne la drogue versus contre le placebo. Le problème, dans ce cas particulier, est que l'outcome d'intérêt est un test de marche de 6 minutes. C'est un test qui est partiellement dépendant de la volonté. Si vous encouragez beaucoup un patient, vous pouvez obtenir quelques mètres de plus, 10, 15, 20 mètres de plus. À défaut, si vous n'encouragez pas le patient, vous pouvez obtenir un résultat qui est inférieur. Donc, ce que je veux dire, c'est que la mesure d'un résultat d'un test comme le test de marche de 6 minutes est dépendant de l'examinateur. Alors on peut blinder l'examinateur. Il n'a rien à voir avec l'étude, donc il est déjà complètement blindé. Mais il faut également que le patient soit blindé, que lui-même ne sache pas à quel groupe il appartient. Parce que s'il sait qu'il appartient à un groupe traité,
sa motivation à faire mieux sera un peu plus marquée. C'est malheureusement la psychologie humaine qui est comme ça. Or, si on examine cet essai clinique, le taux d'effets secondaires dans le groupe traité est beaucoup plus important que dans le groupe non traité. Il est donc malheureusement possible, peut-être même probable, que le patient, par le profil d'effets secondaires, arrivait à identifier à quel groupe il appartenait. Et dans ce cas-là, on a une rupture de l'essai randomisé. C'est plus vraiment une randomisation, ça devient un essai où on sépare les gens. Et voilà. Et vous avez une drogue qui coûte plus de 20 000 € par mois et qu'on prescrit parce qu'on a un gain ici, vous voyez, sur la distance parcourue au test de marche de 6 minutes versus le groupe placebo qui, lui, tend peut-être à décliner un tout petit peu. Et sur cette base-là, eh bien, on décide de prescrire des drogues qui sont très coûteuses. Quand vous regardez attentivement ce graphique ici, vous voyez une ligne rouge, vous voyez une ligne noire ou grise ou bleue, je n'arrive pas à dire sur mon écran, et vous voyez 3 petites lignes avec des intervalles de confiance. En fait, ça, c'est les résultats qui ont été imputés. Donc, les 3 petites lignes, la petite ligne standard, c'est les résultats bruts, et les 2 lignes que vous voyez à côté, c'est les résultats qui ont bénéficié d'une analyse de sensibilité avec une imputation multiple. Par chance, dans cet essai clinique, ces résultats ne différaient pas des mesures simplement effectuées. Mais vous en montrez un où la surprise arrive. Une drogue classique qu'on prescrit dans les maladies interstitielles, le nintédanib, qu'on prescrit maintenant assez largement. Et puis quand on est face à une sclérose systémique, enfin une sclérodermie en français, on est tenté de prescrire, de donner ce médicament. Et ça se base sur cet essai randomisé contrôlé qui s'appelle SENSIS. Donc dans SENSIS, on a eu 580 patients environ qui ont reçu une dose de nintédanib ou au moins une dose de nintédanib ou de placebo. Et puis l'endpoint primaire était un changement de la capacité vitale forcée, donc une diminution, la vitesse du déclin de la fonction pulmonaire. Et on nous dit, merveilleux, dans le groupe traité, on a un déclin, il est de 52 ml par année, et puis dans le groupe contrôle, on a un déclin plus important, il est de 93 millilitres par année. Et en dessous, on vous dit, toujours dans les résultats, l'analyse de sensibilité a montré, basée sur l'imputation multiple des données, que les valeurs de P pour l'endpoint primaire allaient de 0,06 à 0,10. Autrement dit, ça n'est plus significatif. Et ça, c'est mis dans l'abstract. Hein. On n'est pas en train de nous dire quelque chose qu'il faut aller chercher au fin fond d'un tiroir. C'est dans l'abstract que vous voyez ceci. Donc les auteurs sont des gens prudents, sont des scientifiques qui sont honnêtes, je pense, et ils mettent les choses telles quelles. Ils concluent d'ailleurs avec beaucoup de prudence, que les données de l'essai suggèrent que le produit, le nintédanib, est efficace pour réduire le déclin de l'AVC dans ce groupe de patients. Alors regardons un tout petit peu ces données avec attention et tournons-nous de nouveau vers les données supplémentaires. Donc ça, c'est ce que vous trouvez dans le papier, hein, vous trouvez ce graphique ici. Puis dans ce graphique, vous retrouvez ces 43 millilitres versus 41 millilitres versus 93. Vous avez ce magnifique graphique ici qui vous montre le déclin ralenti par le médicament, tout va bien. Et ici, vous avez l'analyse de sensibilité qui figure dans le supplément. Donc ici, vous avez le résultat rapporté. Je n'arrive pas bien à lire parce que l'écran est tout petit, mais je crois que c'est 43 millilitres. Puis ici, vous avez les analyses sensibilité et vous voyez qu'elle passe la barre ici du 0, c'est-à-dire de l'absence d'efficacité. Donc on est un tout petit peu gêné. Qu'est-ce qu'on doit faire finalement dans des situations comme ça? Est-ce qu'il faut baser notre réflexion de clinicien sur les données imputées? Finalement, il n'est pas étonnant que les patients ratent des fonctions pulmonaires. Quelque part, ceux qui viennent systématiquement au rendez-vous, c'est peut-être un cas particulier aussi. Donc c'est vrai que la tendance, et en fait l'outcome primaire des auteurs dans l'analyse rapportée dans Clinical Trials avant l'essai, c'était nous allons analyser les données imputées. Parce qu'on pense que c'est ça la vérité. Et les données imputées montraient qu'il n'y avait pas d'effet, alors que les données non imputées montraient un effet. Bingo,
s'en sort au moins de ce côté-là. Donc nous, on doit être conscient comme cliniciens que les résultats peuvent différer en fonction, l'interprétation des résultats diffère en fonction de l'interprétation statistique de l'outcome primaire, et je crois qu'il faut y prêter attention. Je vais montrer encore ceci, je vais dépasser mon temps de 2 minutes, mais je suis désolé, pour juste parler des outcomes qu'on appelle des surrogate outcomes intermédiaires. Donc nous, on est tous d'accord, comme pneumologue, que la mortalité au taux d'hospitalisation, c'est très très clair. Hein, c'est des outcomes qui sont durs, on est OK avec ça. On est moins clair sur les outcomes intermédiaires, la fonction pulmonaire, les exacerbations légères, le test de marche de 6 minutes. Je vous ai montré ces essais. Donc un outcome, un surrogate outcome, c'est tout ceci. C'est tous ces paramètres ici. Et la question, c'est à quel point sont-ils prédictifs d'un outcome qui est clairement relevant pour un patient. Ça, c'est une question, il n'y a pas de réponse dichotomique à ceci. C'est une appréciation pour chacun de ces outcomes, de l'importance, de la force de l'association entre le biomarqueur, quel qu'il soit, et l'outcome. Donc au total, je vous montre ça par exemple, vous avez ici un exemple d'outcome intermédiaire. Ici, c'est la déposition d'un produit dans le poumon, et on vous dit que c'est merveilleux, que si le produit se dépose mieux dans le poumon, eh bien, il sera donc plus efficace. Alors les auteurs qui sont là aussi des gens honnêtes, mettent quand même que further research are needed. Néanmoins, c'est un argument qu'on vous donne tout le temps. Donc j'ai dit pourquoi, je vais aller directement à la conclusion. Et la conclusion, elle est encore plus bas. Je vais sauter le dernier exemple parce qu'il est assez compliqué. Et la conclusion, elle est ici. On a une qualité globale de tests, d'essais cliniques en pneumologie qui s'est quand même beaucoup améliorée au cours des 30 dernières années. Ça, c'est quand même un effort qu'il faut reconnaître à tous. On a la taille des essais également augmentée. Et ça aussi, c'est quelque chose de très très bien. Mais il faut rester les yeux bien ouverts sur la représentativité des patients dans les essais cliniques randomisés contrôlés. Il faut également rester ouvert sur la relevance clinique des outcomes qui sont considérés par les promoteurs, les sponsors, enfin l'industrie en l'occurrence. Et puis il faut prendre avec prudence la communication des firmes pharmaceutiques sur le résultat de ces essais. Voilà, j'ai terminé, j'ai dû abréger, mais je suis désolé. Merci professeur pour cette présentation très claire et simplifiée qui nous ramène à critiquer les études randomisées, d'avoir un esprit critique, de bien lire entre les lignes. Et la parole est à la salle pour poser des questions. Je voudrais vous remercier de cette excellente conférence qui nous éclaire un peu de ce qui se passe. Moi, je voudrais revenir à ce qui s'est passé à la période de Covid. Il y a eu quand même pas mal de dérapages. Par exemple, je prends l'exemple de l'hydroxychloroquine. Au moment, les gens utilisaient ça de manière préventive, avant l'apparition des symptômes. Mais alors que quand ils ont fait l'étude, ils ont d'abord fait ça pour les malades hospitalisés dans de forme grave, et puis ils avaient utilisé 6 fois la dose qu'on utilisait, les 2,7 mg. Donc il y avait pas mal d'essais qui étaient corrects et qui n'ont pas été publiés, n'ont pas trouvé une revue pour pouvoir les publier. Voilà, c'était juste ma réplique. Oui, après on a eu un énorme essai qui a testé séquentiellement ces différents médicaments. Le Covid a permis justement de développer d'autres techniques d'essais randomisés contrôlés où on procédait par des exclusions de ce qui ne marchait pas. Et la chloroquine, dans ce cas de figure, a été une des drogues qui ne fonctionnait pas. Ce qui a permis d'en avoir d'autres, ceci dit, mais... C'est une molécule qui n'était pas toxique. La preuve qu'on utilise en Afrique, elle n'a pas eu de problème. Mais là, on nous a sorti que cette molécule était vraiment... Et puis j'ai d'autres questions par rapport aux 90 millilitres qu'on gagne, oui. 40 et 90. Est-ce que ça a un impact clinique pour un malade qui a une fibrose? Est-ce que c'est un objectif qu'on peut mettre, c'est un malade d'insuffisance respiratoire, fibrose pulmonaire? Est-ce qu'il y a un gain qui justifie, par exemple, le prix de ce médicament? Alors, je ne peux pas répondre à la question du prix, il faudrait demander à un industriel du prix. Non, Après, sur la question de la pertinence d'un gain de 100 millilitres par année, alors,
Je vais vous donner 2 réponses, quoi, puis vous prenez celle que vous voulez. La première réponse, c'est une réponse de cardiologue. Quand vous gagnez 2 millilitres de pression diastolique avec un produit sur une population, quand vous traitez une hypertension, est-ce que c'est cliniquement significatif? Moi, je pense que la plupart des gens vont dire, si c'est dans un essai clinique, oui, c'est important, parce que ça veut dire qu'il y a des répondeurs, qu'il y a des gros répondeurs, qu'il y a des petits répondeurs. Pour la pneumologie, on peut dire la même chose. Gagner 100 millilitres, enfin, éviter de perdre 100 millilitres, parce que c'est ça dont il s'agit, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont peut-être des super répondeurs dans ce cas-là, et qui, effectivement, ne perdent rien du tout. Et donc, oui, ça peut être intéressant. Après, est-ce que c'est cliniquement relevant 100 millilitres pour un patient? La réponse, c'est non. C'est 100 millilitres de différence dans la fonction pulmonaire, on est dans la variabilité de la mesure au quotidien. Bon. Vous avez les 2 niveaux de réponse, quoi. Moi, je serais plutôt partisan de oui, je pense que c'est quand même relevant quand on prend un groupe d'individus. Voilà. Oui. Maintenant qu'on voit beaucoup que Dans les tout. compagnies pharmaceutiques y tiennent beaucoup. Et on se pose la question beaucoup là-dessus, ne serait-ce que point de vue éthique. Parce que, est-ce qu'on détourne un petit peu l'essai? Parce qu'on essaie, par exemple, de contrôler les gens à cette période-là avant de les mettre sur la médication et tirer des conclusions un peu positives. Donc, je pense qu'il y a une réflexion importante à faire là, puis que pour des comités d'éthique, il faut qu'ils se penchent là-dessus. Nous, je sais qu'on est très critique là-dessus, puis qu'on a beaucoup de presque la guerre avec les compagnies pour qu'ils justifient la phase de running. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous et je suis complètement d'accord avec ça. Dans cet essai clinique en question, donc GSK a eu beaucoup de problèmes, la société en question, avec des running phase qui étaient un tout petit peu adaptés, ou quelque part ce qu'on faisait dans cette running phase, c'est qu'on privait les patients de traitements efficaces. Alors évidemment, on les expose à plus d'outcomes. Et il n'y a pas moyen, quand il faut gagner, tous les coups sont permis, quoi. Donc effectivement, la lecture d'un papier doit aussi examiner ces données supplémentaires et se dire mais qu'est-ce qui s'est passé durant cette running phase? Dans ce cas particulier que j'ai montré, il n'y avait pas de problème. En tout cas, moi, je ne l'ai pas identifié. Merci, professeur Brie-Deveau, pour toutes ces précisions.